Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur les antennes de télé, sur la radio des défis également, sur notre plateforme digitale. Bienvenue à votre décryptage, le décryptage de la semaine avec notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican qui est déjà avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir Romuald, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, vous êtes par ailleurs expert en gouvernance, consultant médias et communication. Agapit Napoléon Maforican au cœur donc de l'actualité cette semaine. Deux sujets notamment. Nous avons justement les nominations donc au niveau de nos différentes préfectures. Les 12 préfets, donc 12 préfectures ont été pourvues. Nous en parlerons justement. Et puis l'autre sujet, c'est bien l'affaire dite poubelle homologuée. Voilà, on parlera donc de la politique d'assainissement. Mais avant tout ceci, nos téléspectateurs et nos auditeurs ont eu droit, bien évidemment, à nos plateaux. Donc de dimanche, c'est politique. Globalement, qu'est-ce qui a retenu votre attention tout au long donc des plateaux donc de ce programme Dimanche c'est politique? Merci Romuald, une fois encore bonsoir à tous nos téléspectateurs, aux auditeurs donc de Océan FM et à tous les autres amis du quotidien Le Matinal. Voilà, tout le monde est concerné. Disons que les plateaux ont été bien animés. Il y a eu un plateau spécial d'ailleurs, une sorte de relais par plusieurs chaînes, notamment l'ORTB, Canal 3 et Télé aussi. Et Télé donc à 14h dans la matinée. Tout à fait. Nous avons suivi le directeur de la communication de la présidence de la République, secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement. Donc le secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement, qui est quand même revenu sur un certain nombre de sujets brûlants, des sujets issus ou bien qui sont nés donc de la prestation du serment du chef de l'État, son discours, et donc de la formation de son gouvernement et des premières nominations, notamment dans les préfectures. Je pense que le porte-parole du gouvernement a essayé, quand même, il faut le dire, donc de revenir sur ces points suffisamment clairs pour que, normalement, chacun se convainc donc de la position gouvernementale, des options, des bien fondés ou non, des tenants et aboutissants des premières mesures prises par le chef de l'État en ce début du quinquennat. Je pense que tout a été visibilité de sa devise, donc liberté, démocratie, bonne gouvernance, du mandat éminemment social, des ministres maintenus. Exactement. Des questions touchant à Joël Aïvo et puis Madougou. De tout. Affaire poubelle. Je retiens, mais ce que je voudrais juste, je pense que c'est peut-être une boutade qui lui sera faite, mais globalement sur la communication gouvernementale, c'est par rapport à la question donc de clientélisme. Je pense que, bon, ouais, ça crée, ça embrouille un peu l'opinion. En toute façon, un certain nombre de... Même les confrères, j'ai écouté les questions telles que c'est posé. C'est comme si nommer un militant est déjà un acte clientéliste. Non, je l'ai dit et je vais le redire que lorsque vous militez, c'est pour exercer des fonctions. Et c'est à peine que vous n'avez pas senti Gilles Goï le dire aujourd'hui. À peine, si vous lisez bien sa manière donc de présenter, il a dit oui, j'ai servi mon ministre. Exactement. Nous, il avait foi et engagement. Avait foi et engagement. Il a eu des succès, donc ces succès sont les miens également. Exactement. Donc, parce que vous m'avez vu passer également sur les chaînes. Depuis 2015, pour défendre la rupture. Donc, quand vous êtes dans cette posture, vous ne pouvez pas vous retrouver au chômage, comme d'ailleurs il a dit. Parce qu'il a déjà une fonction. Il a déjà sa fonction. Mais c'est normal qu'il pense. C'est normal qu'il souhaite. C'est normal qu'il aspire à des responsabilités. Et c'est normal qu'il postule parfois. Et quand maintenant il appartient au chef de fixer le cap, que c'est un remerciement pour le PRD. Oui, le PRD fait partie de la majorité présidentielle, donc c'est normal qu'un militant du PRD compétent. Mais pour le porte-parole du gouvernement, Agapit Napoléon Maforican, il trouve que lui ne veut pas parler de récompense, il parle plutôt du respect de la parole donnée. Et c'est toute une autre lecture. Non, du tout, c'est pas toute une autre lecture, c'est un angle de la question. C'est pour ça que j'ai pris, dans tout ce qu'il a dit, sur lequel je suis totalement d'accord, et on a déjà eu à échanger plus ou moins là-dessus. C'est sur cette question, parce que c'est revenu plusieurs fois, Angèle Apolé, à Gilles Goï, on est revenu dans les éditorialistes. Donc, ça revient, on dit, bon voilà, et même j'ai suivi un peu l'UDBN aussi faire sa communication en disant non, elle n'est pas au service de l'UDBN, elle est au service de l'État. De la nation. C'est connu. Et également, on a reçu Christian Parfait Aoyo, donc du PRD, qui trouve une reconnaissance quand même du PRD. Il faut qu'on essaye de fixer rapidement 2 ou 3 choses
comme je l'ai dit, Oui. les partis politiques animent la vie politique. Donc c'est eux, c'est autour des partis politiques que la vie politique se crée. Et les réformes qui ont été faites ces temps-ci visent effectivement à mettre les partis politiques au cœur de l'action publique. Donc dès lors, les militants, les élus proviennent des partis politiques. On a renforcé l'assise des partis politiques, on a renforcé leur représentativité avec ce seuil de 10% national. Ça veut dire que vous ne pouvez, un parti aujourd'hui n'est plus ce clan, ou ces petits groupes, ces petites chapelles ici et là, qui se créent pour si l'humeur de chaque quelqu'un. C'est plus complexe que ça. Et les FCBE, en toute la version initiale, vous le diront, que c'est bien complexe. Alors donc, dès lors, lorsqu'un parti politique s'engage dans un projet de société, ce n'est pas pour ne pas être dans l'action, c'est pour être dans l'action. Donc sur le principe, lorsqu'on s'engage, c'est pour être dans l'action. Donc, et être dans l'action, c'est autour de celui qui est élu. Et donc, dans le cas d'espèce, ce qui est différent, c'est que nous avons un chef, nous sommes dans un processus en fait de transition, je continue de le dire, qui est que les réformes sont engagées par le chef qui est là, celui qui est encore là. Et donc, en mettant en place les leviers, il veut se laisser la main de travailler. Et donc, le langage, le discours vise à dire, moi, j'avance parce que j'ai mon postulat, je veux marcher sur ma ligne parce que je veux atteindre mes objectifs dans le cadre des réformes qui sont en cours. Mais autrement, dans le sillage politique, ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui, la preuve, le BR a publié ces ministres qui ont remercié le gouvernement. Pourquoi ils l'ont fait? Mais ils sont BR. Même s'ils ne l'étaient pas, ils sont BR. À un moment donné, ils se reconnaissent BR, même membres du gouvernement. Tout comme les ministres UP se reconnaissent membres du gouvernement. Parce qu'ils sont d'abord UP, même si certains étaient déjà au gouvernement d'être UP. Aujourd'hui, ils sont d'abord UP avant d'être au gouvernement. Ils auraient pu être libérés de leur charge. Le chef d'État a fait l'option de la continuité. Et le secrétaire général adjoint l'a dit, il y a beaucoup de projets en cours. Le temps d'acclimatation peut perturber. Le chef de l'État, c'est les mêmes qui sont là, qui travaillent, qui donnent satisfaction au chef de l'État. Il a préparé. C'est là que le clientélisme disparaît. C'est là que le chef d'État fait dos clientélisme. C'est-à-dire que c'est là qu'il maintient la prime à la compétence. C'est là. Sinon, ils sont politiques. Ils sont politiques. Donc, les autres qui ne l'étaient pas, et c'est là la parole donnée, les autres qui n'étaient pas au gouvernement, qui n'étaient pas dans l'appareil de direction, et qui ont soutenu de manière constante. Le président a fait le tour et a dit, je vais corriger ce qui n'a pas été. Donc, ça veut dire quoi? Vous êtes des miens, vous n'étiez pas représentés, alors que c'est peut-être logique que vous y soyez également, je vais corriger. C'est ça la parole donnée. Ce n'est pas du clientélisme, c'est la juste reconnaissance de la loyauté de l'engagement des partis politiques autour de son action. C'est vrai, et moi je fais partie de ceux qui pensent que le chef de l'État aurait tellement souhaité les avoir dans les blocs pour que ce soit cohérent. Plus facile. Il a dit qu'il a cru, mais que lui, il se laisse parfois convaincre aussi que l'autre aussi c'est possible. Mais comme je le dis, moi, je donne rendez-vous pour 2023 pour qu'on clarifie tout ça. Mais je reviens un peu à leur position. Donc, une fois qu'ils n'y étaient pas, le chef d'État a essayé de les intégrer. Le PRD au gouvernement, les autres dans les préfectures. Ça montre qu'il a gardé la main, ça montre qu'il n'a pas été clientéliste. C'est pourquoi ça montre qu'il n'a pas été clientéliste, mais il a utilisé l'adhésion politique des partis autour de lui pour positionner des cadres de ces partis. Il faut que nous puissions créer, il faut que nous puissions comprendre le lien. Le clientélisme, c'est de se laisser aller à un certain nombre de considérations, pas nécessairement de compétences, un peu d'être obligé parfois de faire pour plaire, pour ne pas s'accorder le courroux de ci ou de ça. Or, dans le cas d'espèce, le chef d'État a gardé la main. Parce qu'on attendait peut-être 2 PRD, 3, un Moël, donc ça n'a pas été le cas au gouvernement. C'est le PRD qui est resté au gouvernement. Le chef d'État n'a jamais promis que tel aura au gouvernement, tel il va corriger. Donc, un est allé au gouvernement pour le PRD, et les autres se sont retrouvés préfets. C'est des Béninois qui ont les diplômes qu'il faut, les qualifications qu'il faut, je veux dire, et qui sans doute ont les compétences qu'il faut parce qu'ils ont été déjà ailleurs. Et ce n'est pas leur premier poste dans l'administration publique ou dans la vie. Donc, il faudra la différence entre les deux. Un militant a toujours vocation, a toujours le souhait, a toujours l'ambition d'être appelé à exercer ici ou là.
Et c'est noble, c'est normal que lorsqu'on milite. Après, il appartient à celui qui est détenteur du pouvoir de se fixer ses critères, de choisir qui il veut. Mais dans ce groupe, entre autres, il ne faut pas aller chercher, s'il va chercher l'opposant, il se posera la question de la lisibilité. On a vu ça sous les Yahi parfois, ou après le chaos, il allait chercher les gens de la RB par exemple, mais qui ne l'ont jamais adoubé. Alors la question est de savoir quelle est la lecture, ou quel est le contenu de cet acte. Ici, je pense qu'on est resté cohérent jusqu'au bout. Et c'est ce que je voudrais souligner. Voilà, Agapit Napoléon Maforican, on se pose tout de même la question de savoir, est-ce que quand on a été ministre et puis quand on devient préfet par la suite, est-ce que ce n'est pas un poste réducteur? Non, ça ne peut pas être un poste réducteur. Ce n'est pas du tout un poste réducteur dans la mesure où le préfet en haut cadre, il est le représentant de l'État dans le département. C'est important. Il relève certes d'un ministre, donc il n'est pas ministre. Donc, il est le dépositaire de l'autorité de l'État dans le département. Et en cette qualité, il est l'unique représentant du gouvernement et de chacun des ministres pris individuellement. Du coup, quand vous faites le point, le préfet peut recevoir des courriers d'un ministre quelconque pour telle mission qui doit avoir lieu. C'est vrai que le ministre doit envoyer ampliation au ministre de la décentralisation pour que le ministre de la décentralisation sache, puisque le préfet relève du ministre en charge de la décentralisation, de l'administration territoriale. Donc, le préfet peut recevoir des correspondances, des actes. Et le préfet peut correspondre directement avec des ministères, autres que son ministère de tutelle. Et là également, il doit envoyer copie au ministre en charge de l'administration territoriale, qui est son ministère de rattachement. Alors ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est que le préfet ne... Bon, alors, il y a une exception quand même, quand on dit qu'il est le dépositaire de l'autorité de l'État et qu'il est, le représentant du gouvernement et de chacun des ministres pris individuellement. C'est vrai que les directions départementales, pratiquement, ils coordonnent leur activité. Seulement, il n'est pas... Il y a les services judiciaires et il y a les receveurs précédents qui ne sont pas sous son contrôle parce que ces services, si on ne fait pas beaucoup attention, c'est des services qui sont des services qui relèvent de la séparation du pouvoir ou bien de la séparation de la domaine du comptable. Donc, l'État a voulu ne pas mélanger les choses pour que chacun puisse rester dans son domaine. Donc, tout à fait, parce que effectivement, si le préfet devrait contrôler les services judiciaires, on serait dans une confusion de pouvoir, alors que nous sommes bien évidemment dans une séparation de pouvoir. Oui, absolument. Au niveau des services donc, de sécurité, donc les agents des forces de défense et de sécurité sont placés sous son autorité lorsqu'il agit pour faire régner l'ordre public. Il prend des actes de maintien d'ordre public à ce niveau-là. Donc il faut dire que les gendarmeries, la police sont placées sous son tutelle. Aujourd'hui, on n'a plus les gendarmeries, c'est un ensemble. La police républicaine. Donc on peut dire que la police républicaine est placée sous sa tutelle. Donc dans leur mission de sécurité et de maintien de l'ordre public, ainsi que les unités concourant au secours dans leur mission de protection civile. Voilà ce que dit la loi. Parce qu'on a quand même vu ici, par ailleurs, où d'autres voudraient marcher, déposent à la mairie, certains déposent au préfet, on dit que le préfet n'a pas autorisé, on dit que... Donc, il y a quand même la question de maintien de l'ordre, effectivement. En termes de renseignement, le préfet peut avoir plus d'informations que le maire. Exactement. Le maire n'a pas ses services à disposition et donc le préfet peut demander au maire de ne pas autoriser. En la matière, effectivement, comme c'est le préfet, il assure la police administrative, même si le maire peut l'assumer, je pense que lorsque le préfet intervient, le maire s'efface. Le maire devrait s'effacer, puisque en matière de l'ordre public, ça c'est important. Puisque si on doit s'en tenir à ce que dit l'article 11 de la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant à l'organisation de l'administration territoriale de la République du Bénin, dont l'article 11, le dernier alinéa, donc précise que la gendarmerie et la police sont placés sous l'autorité du préfet dans leur mission de sécurité et de maintien de l'ordre, ainsi que les unités concourant au secours dans leur mission de protection civile. Donc, c'est sous l'autorité. Donc, dès lors que le préfet n'est pas vraiment favorable à une marche, il est difficile
Quoique, après, on peut la cour concernée peut peut-être peut dire que c'est un abus. Ouais, ben, non, est-ce qu'il y a même abus, je pense. Donc, en fait, pour dire que, donc, ceux qui essayent de déposer à la mairie ou dans la préfecture, je pense qu'ils ont d'une manière ou d'une autre. Si l'harmonie, la mairie peut autoriser, hein, tout en ayant le concours des services donc, de sécurité. Donc, du coup, tant que les services de sécurité marchent, pour encadrer, il n'y a pas de problème. Mais lorsque ça ne marche pas, alors là, le préfet peut demander au maire de ne pas autoriser, ou bien le préfet peut prendre un acte pour interdire la manifestation. Et on a vu le préfet Toboula prendre des actes pour interdire qui à Cotonou les gongons, qui aussi ou ça. Donc, parce que lui, il a des informations, peut-être que le maire n'a pas. Et donc, étant chargé d'assurer la sécurité des personnes et des biens dans ce département, il exerce son autorité. Par rapport à la tutelle, au-delà donc de cette représentation, il assure la tutelle des maires qui sont sur la circonscription administrative. Et en la matière, il est important de noter, dans le cadre de la représentation de l'État sur place, il préside une conférence administrative qui regroupe les directeurs départementaux, les chefs de service, bref. Donc, cette conférence administrative est organisée par un décret pris en conseil des ministres. Je pense de faire le point des dossiers, faire un certain nombre de revues. Donc ça, c'est pas sur ça que je vais mettre l'accent. Je vais mettre l'accent plutôt sur le conseil départemental de concertation et de coordination, qui est l'instrument par lequel le préfet exerce sa tutelle d'une manière ou d'une autre. Parce que ce conseil regroupe, outre le préfet, les maires, la chambre consulaire et un certain nombre d'autres fédérations d'associations, voilà. Donc, même des parents d'élèves. Voilà. Donc, c'est ce conseil-là, un conseil départemental de concertation et de coordination, qui, entre autres, connaît un certain nombre de sujets dont traitent les maires. L'aménagement, l'environnement, l'économie même. Donc, toutes ces questions qui relèvent donc ces sujets sont brassés, sont échangés au sein de ce conseil. Et parfois, les sanctions aux maires aussi sont analysées là, les fautes lourdes pour ça. Donc, c'est pour dire que ce conseil est important. C'est le cadre qui permet un peu aux préfets et aux maires d'échanger et peut-être de s'entendre. Et ça permet aux maires de savoir l'orientation que l'État central donne à tel dossier, à tel autre, par rapport pour gérer la cohérence entre les programmes de développement communal et le plan national de développement. Parce que le développement, il est global. Il est global, l'État est central. Maintenant, les collectivités territoriales s'auto-gèrent. Mais en s'auto-gérant, il ne doit pas se décaler de l'ancrage national du développement. Donc, il faudrait qu'il y ait une cohérence entre le programme national de développement et les programmes communaux de développement. Et donc, c'est comme ça que ce conseil départemental de concertation et de coordination permet donc de faire le point de tous ces éléments. Et ça oriente ainsi les conseils communaux et les maires dans leurs fonctions. Et c'est vrai que la loi a prévu quand même dans quel cadre s'exerce cette tutelle. On a déjà vu Agapit Napoléon Maforican où on a entendu parler de ce que le préfet, par exemple, a rejeté ou n'a pas approuvé le budget de telle commune, par exemple. Oui, la loi a prévu l'exercice de la tutelle. L'a encadré, comme on dit, la tutelle n'est pas à la hiérarchie. C'est quand même des pouvoirs qu'exerce une autorité qui est supérieure à vous. Si vous êtes sous tutelle, ça veut dire que l'autorité est supérieure à vous et peut vous donner, et peut vous faire des injonctions. Mais des injonctions dans un cadre bien donné et encadré par la loi. Dans le cas d'espèce, la tutelle du préfet sur les maires ou sur les conseils communaux municipaux s'exerce par voie d'approbation. Donc il y a des actes qui doivent faire l'objet d'approbation dans le budget. Donc, dans les missions du maire et des adjoints. Donc, s'il y a approbation, il y a l'annulation. Donc, c'est juste par voie d'approbation, par voie d'annulation et par voie de substitution. Donc, l'approbation, s'il n'est pas d'accord, il annule. Et donc, si vous êtes défaillant, le préfet se substitue à vous, en tant que maire ou conseil, pour faire régner la présence de l'État, pour faire apprécier et sentir la présence de l'État sur place. Donc, vous voyez que tout est organisé pour que ça fonctionne. La tutelle n'est pas une sorte de pesanteur, parce que tous ces actes du préfet également sont encadrés dans des délais. C'est pour vous dire que la loi a tout prévu normalement. Mais quand je vous parliez du pouvoir du préfet, je voulais vous montrer comment il est quand même assez dense au regard de ce que dit la loi. Il est clair que celui qui
est le dépositaire de l'autorité de l'État dans le département, qui est le représentant du gouvernement et de chacun des ministres pris individuellement, qui exerce, qui coordonne le travail des directions départementales à travers cette conférence départementale, qui exerce l'ordre public, qui fait exercer l'ordre public à travers avec son commandement en la matière, les forces de sécurité et de défense, celui-là qui exerce une tutelle sur les maires, pour avec la possibilité d'approuver certains de leurs actes, de les annuler ou de se substituer à eux, on ne peut pas dire que cette fonction est de second rang. Voilà ce que je voulais, en revenant un peu sur la fonction du préfet, c'était un peu pour dire que ce n'est pas une fonction de second rang. Tout ce que j'ai dit ici n'est peut-être pas visible, paraît peut-être très théorique pour celui qui ne comprend pas. Justement, dans l'opinion, par exemple, on estime que, bon, vous avez été ministre, et puis, voilà, vous devenez préfet. On trouve que, franchement, vous êtes descendu quand même de votre piédestal. Non, on va organiser, on va dire tout ça. Non, c'est pas une question de descendre. Vous voyez, quand vous avez été ministre, vous exercez encore mieux cette fonction. Parce que vous connaissez l'esprit d'un ministre. Vous connaissez ce qu'on attend encore mieux de vous. Il n'est pas dit que tout préfet, je sais pas si Jean-Claude Kodia n'a pas été ministre. Moi, je le vois aller venir. C'est plutôt un préfet, à mon avis, très élégant. Ça, c'est vrai. Bon, moi, ma logique à moi. J'ai entendu d'autres dire ce matin sur les plateaux que, bon, voilà, en 2 ans et demi, on n'a pas senti le préfet. On ne sent pas un préfet. L'État se fait sentir et le préfet apparaît. Le préfet n'initie pas des actes d'exécution, normalement. Quand on a vu Toboula faire, on pourrait s'attendre à ce que, Kodia faire également pareil. Je crois que Toboula agit par substitution. Si je peux, en quelque sorte, il agit par substitution ou par abus de substitution. C'est-à-dire que, normalement, les actes qu'il posait devraient être exécutés soit par la mairie, par la mairie. Et on a vu Charles Toko à Parakou. C'est plutôt le contraire. Château-Toko il s'est rendu presque impopulaire quand il était maire de Parakou, parce que c'était lui qui prenait le préfet ne prenait pas ces risques-là. Donc ici à Cotonou, le préfet Toboula a pris beaucoup de risques. C'est son honneur. Mais quand vous regardez le préfet Jean-Claude Kodia, il reste dans la fonction vraiment du préfet. Vous le voyez, vous voyez vraiment, c'est le type de préfet, c'est le prototype du préfet. Et donc, moi je pense, il incarne la représentation de l'État sur place. Et lorsqu'il est à Cotonou, où le président de la République est là, les militaires sont pratiquement là, vous voyez, il n'apparaît pas trop. Il apparaît quand il le faut et comme il le faut. Je pense que c'est ça un peu le rôle du préfet, un rôle de coordination de manière générale. Et maintenant, lorsqu'il exerce la tutelle sur le maire ou les maires, il a ce que je vous ai dit tantôt. Alors, vous avez été ministre, c'est bon, c'est encore mieux d'être préfet. Si vous n'avez jamais été ministre, je pense que quand vous connaissez bien la fonction, vous l'exercez. Quand même, c'est du français qu'on parle et vous avez autour de vous beaucoup de conseillers. Alors, c'est pour évacuer la question de la qualification des préfets. Exactement, parce que on forme quand même à l'ENAM, on forme des personnes pour exercer le commandement. Mais il se fait que parmi ceux qui sont nommés, on trouve pas des personnes qui ont ce profil-là. Oui, c'est un peu gênant. Je vous ai parlé ici des administrateurs électoraux, par ailleurs, par rapport à la Sénat. Je pense que tout ça, ça doit être refondu. C'est des débats qui doivent se faire, je ne sais pas, avec des députés. Et c'est là que le lobbying est important, pour pouvoir faire passer un certain nombre de nouvelles idées. Parce que nous étions dans un schéma. Les lois de la décentralisation ont été montées après les états généraux de la direction territoriale. C'est sous le président Soglo déjà, en 93. Si je ne me trompe, 94. Ces lois ont été votées au début du mandat de Kérékou. Les projets ont été déposés en 97 et pratiquement votés en 99. Vous voyez la loi sur, l'une des premières lois sur la loi centrale, c'est la loi 97, justement 029 du 15 janvier 1999. Ouais, parce qu'entre le vote de la loi en 97 et les corrections, les va-et-vient entre la Cour constitutionnelle et le Parlement, la loi n'a été promulguée que le 15 janvier 1999. Et donc, pourtant, l'Organisation générale de l'administration territoriale en République. Donc, c'est que là que le début, après il y a l'organisation des communes et tous les autres régimes électoraux, régimes financiers et autres. Cette loi-là date de 97-99. Depuis lors, ça fait déjà 20 ans. Et vous comprenez que beaucoup de choses ont changé, même dans les fonctions, dans les nouvelles fonctions. Donc, est-ce que le préfet doit être toujours un administrateur civil
A1 ou une compétence équivalente, comme la loi l'a dit. C'est le cas aujourd'hui. Hein, globalement, les préfets, c'est soit des administrateurs civils, soit des équivalences, voilà. Ou alors carrément, les préfets doivent être les préfets formés pour être préfets, ou bien pour être au commandement. Donc, je pense que c'est du lobby qui est question, qui doit être question pour revoir ces choses. Moi, je suis partisan que ce à quoi nous formons puisse être mis à contribution. Ouais, vous ne pouvez pas envoyer un diplomate dans les juridictions comme président de cour, ni comme procureur. Vous pouvez trouver un magistrat, par exemple, comme ambassadeur. Ouais, donc c'est ça un peu. Je pense qu'il faut qu'on essaye peut-être de remettre les choses là noir. Mais c'est globalement dans l'administration, ce n'est pas nécessairement au niveau des préfets, c'est un peu global. Ce que je peux dire, c'est que ceux qui sont là ont le niveau, ont les qualifications requises pour y être. Donc il n'y a pas débat dans l'absolu sur leur profil. Bon, on parle du développement, ça y est. Est-ce que les préfets ne sont pas dans le développement, ça y est? Oui, les préfets sont dans le développement. Puis je vous l'ai dit, le préfet n'initie pas de projet. Le préfet travaille en bonne intelligence avec les ministères et l'État et le gouvernement dont il est le dépositaire de l'autorité sur le terrain. Donc, si avec le gouvernement, le développement, ça y est, avec les préfets, le développement, ça y est. Il ne peut en être autrement. Gilles Goya l'a dit ce matin. Gilles Goya, il a rappelé le cas de Martin Noah Général, qui était ministre du PAPB, grand ministre d'ailleurs, très influent, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'Orientation nationale. C'était un peu le moment des grandes propagandes avec sa voix qui tonne, vraiment, avec le ginkgo pour rendre compte du Conseil des ministres. Tout le monde était carrément, on entendait les mouches. Voilà, j'étais encore très jeune, je dois le dire. Mais bon, alors, entre-temps, on l'a envoyé comme préfet du Mono. Mono, l'un des départements les moins développés à l'époque. Hein. À l'époque, il était parti, beaucoup ont perçu ça comme une sanction. Mais lui, non, il est allé, en 3-5 ans, je pense qu'il a fait du très bon travail. Aujourd'hui, vous allez voir encore les vestiges du passage de la Général avec les immeubles publics, les édifices publics peints en jaune. Je ne sais pas si, entre-temps, les gens ont retouché. Donc ça, c'est le passage de la Général. Et donc, c'est un préfet qui a développé un ministre que beaucoup apprécié, mais très influent, donc que d'autres jalouses et que d'autres doutent, et qui est passé à tout temps préfet, on dit qu'il a été désavoué, et puis il est revenu encore comme ministre. Et il était ministre à la fin donc, du système du PPV en 89-90. C'est-à-dire qu'on peut être ministre, préfet, tout ça. Bon, de toute façon, on a déjà vu ici président et puis devenu maire. Donc, oui, on a eu ça. Donc c'est pour dire que les fonctions, on vous appelle à des fonctions selon les moments, selon les circonstances, selon les opportunités. C'est à vous d'accepter ou de ne pas accepter. Il n'y a rien de dégradant d'avoir été ministre aujourd'hui et demain avoir été, je ne sais pas quoi, préfet, après-demain avoir été directeur départemental. Si ça vous plaît, où est le problème? Donc si on a confiance en vous, où est le problème? Vous pouvez avoir été ministre et après devenir chargé de mission d'un ministre. Pourquoi pas? Si tant que ça vous plaît et vous pouvez être compétent. Bon, pour l'homme, c'est dégradant quand même. Ça dépend. Mais de toute façon, là ne s'est pas plaint. Il a pris fonction et je trouve que c'est à son actif. Tout comme Agent ne s'était pas plaint en son temps. Très bien. Agapit Napoléon Maforika, on va parler de l'autre question, hein, justement, qui semble soulever une polémique. Agapit Napoléon Maforika, on parle quand même de cette affaire, hein, dite poubelle homologuée. Ça a quand même, sur nos différents plateaux, on est revenu également. Gilles Goyi en a parlé. Le porte-parole du gouvernement en a parlé également. On voudrait quand même votre lecture, justement, de cette question. Les poubelles homologuées, chacun devra, ou du moins chaque maison, sinon chaque ménage, au regard de ce qui avait été d'abord dit précédemment, devra disposer désormais des poubelles homologuées. Vous avez à débourser quand même 25 000 francs. Agapit Napoléon Maforika. On est dans le rehaussement social toujours. Je pense qu'il faut pas. Il y a des confusions qu'il faut rapidement lever. Certains ont essayé de le faire dans la matinée, mais d'autres l'ont maintenu. Le secrétaire général adjoint, porte-parole du gouvernement, a essayé de le faire également dans son plateau. Je pense qu'il ne faut pas mélanger les choses. Mais le mandat éminemment social ne vous empêche pas de payer l'électricité et l'eau. Le mandat éminemment social ne vous empêche pas de payer le carburant. Le mandat éminemment social ne vous empêche pas de payer la scolarité de vos enfants. Alors, pourquoi le mandat éminemment social va vous empêcher? Est-ce que ça vous empêche de payer votre loyer? C'est des mesures d'aménagement. C'est d'assainissement du cadre de vie. C'est de la réglementation. Donc, vous devez vous conformer
à la réglementation en vigueur. Donc, on a mis en place un modèle de poubelle. Et l'État même, les prix, comme beaucoup l'ont dit donc, dans le porte-parole du gouvernement, mais les prix ailleurs sont plus que ce qui a été fixé là. Alors donc, pourquoi il y a polémique? Ceux qui ne veulent pas aller acheter au niveau de l'agence en question peuvent aller acheter ça. Mais on a donné le format. À vous de vous conformer. Est-ce qu'il y a débat? Moi, je ne vois pas en quoi ça peut donner lieu à débat ou à polémique où il faut s'expliquer. Peut-être que, comme là, je pense que le secrétaire général adjoint du gouvernement l'a répété, il y a peut-être la manière dont ça a été restitué. Parce qu'il me semble que c'est un compte rendu fait par un organe, ou par sur le réseau, et que ça n'a pas été bien explicité. On dit, bon, poubelle homologuée à 25 000 francs. Alors, d'abord, quand on dit 25 000, on pense que c'est individuel. Parce que il me semble que les poubelles sont mises dehors. Exactement. Voilà, donc c'est pas maison, c'est pas par ménage. Je pense que c'est là l'erreur en réalité. C'est pas par. Donc, ce dont on parle, ce n'est pas par ménage, c'est pas maison. C'est 25 000 par maison. Alors, si vous êtes seul dans votre maison, c'est que vous avez les moyens de mettre 25 000 francs. Je ne sais pas pour combien d'années. C'est d'abord ça. Donc, est-ce que c'est compliqué? En fait, quand on pense à l'État, on trouve que l'État a beaucoup de ressources. L'État peut subventionner même à hauteur de 10 000 francs. Est-ce que on a dit que cette même poubelle achetée ailleurs coûte bien plus que 25 000? J'ai entendu ça lors des plateaux. Moi, je n'ai pas encore acheté, je ne suis pas allé demander les prix. Mais j'ai entendu que c'est plus que ça. Et c'est vrai que ça a été dit 30 000 francs. Bon, donc ça veut dire que quelque part, il y a déjà un prix social. Quelque part. Mais pourquoi on veut voir du social partout? Si tout doit être social, mais finalement... On a dit hautement social. D'accord. Mais si tout doit être... Si on doit mettre social partout et personne ne débourserait de l'argent, mais c'est un peu comme ça dans la conception de la démocratie où les gens disent ah c'est démocratie. Le gars, tu violes le feu, on dit ah non, on est en démocratie. C'était ça un peu en 90. Hein. Lorsqu'on a parlé de démocratie, les gens ils enfreignent la loi, ils disent que c'est la démocratie. Mais non, il ne faut pas qu'on aille à des travers. Pourquoi on a des travers? Le mandat éminemment social, le porte-parole du gouvernement l'a expliqué. Certains l'ont expliqué d'ailleurs. Gilles Goyi en a parlé. D'ailleurs, le chef de l'État lui-même dans son discours d'investiture, quand même, vous lisez le discours, vous voyez les déclinaisons d'une certaine manière de ce mandat social. Donc, il n'y a pas de confusion à faire. Il n'y a pas de confusion à faire. Donc, en la matière, les mesures de réglementation, vous devez les appliquer. Et dans le cas d'espèces, on refuse qu'il y ait des cartons, on refuse qu'il y ait des sachets. On dit, on a homologué des poubelles, les gens sont obligés d'aller les prendre. Mais maintenant, il faudrait que les mesures coercitives suivent pour que, effectivement, force reste à la loi. Hein? Moi, je pense que après avoir expliqué, hein, et peut-être revu le délai, parce qu'un mois, c'est peut-être trop juste, peut-être il faut passer peut-être à 2 ou 3 mois, parce qu'on on réagit sur tout, que bon, mais quand on a fini ça, je pense qu'il faut faire un contrôle. À la fête des casques, quand le port des casques a été pratiquement imposé à l'époque par les conseils centrales de la ville de Cotonou, pourquoi on réagit? Pourquoi on réagit? Et on dit, ah, comment on va trouver l'argent, tout ça, mais c'est quand même pour votre sécurité publique. C'est pour votre sécurité. Donc, lorsque le gouvernement n'a pas bloqué la mesure, elle a été mise en œuvre. Et les contrôles policiers ont permis de distribuer les gens. Lorsque les pistes cyclables ont été définies, les gens, les récalcitrants ont été rapidement remis à l'ordre. Mais lorsqu'on a abandonné, les gens empruntent maintenant, ils laissent les pistes cyclables et ils rentrent sur les voies. Pourquoi les contrôles reprennent? Parce que justement, lorsqu'il n'y a pas de contrôle, la délinquance reprend de plus belle. Dans le cas des casques, le second casque a été abandonné parce que les gens ont réagi et le gouvernement a dit ok, on suspend d'abord. C'était sur le président Yahi. Et lorsqu'on a suspendu, on n'a plus jamais revenu là-dessus. Voilà, donc vous voyez que il y a certaines mesures, il faut aller au bout. On est obligé d'aller au bout pour le bien même des populations, pour le bien de la cité, pour le bien du vivre ensemble, pour le bien du cadre de vie. On a parlé du développement durable, la nature du cadre de vie est important. Et dans le cas d'espèces, je pense que moi je ne comprends vraiment pas le contenu de cette polémique qui n'a pas besoin d'être. En tout cas, en ce qui concerne, puisque cela touche directement aux Béninois, même aux Béninois lambda, on n'entend pas Agapit Napoléon Mafoikan les partis politiques. Et sur des questions d'intérêt majeur, parce que je trouve quand même c'est une question cruciale, le chef de file de l'opposition n'a rien entendu Agapit Napoléon Mafoikan. Il ne faut pas qu'on fasse une fixation sur le chef de file. Ah ben c'est un chef de file.
qu'est-ce que pense l'opposition? Celui qui doit en parler, c'est lui. L'opposition n'a pas à réagir systématiquement sur toutes les questions de gouvernance. Si elle ne juge pas utile, elle n'intervient pas. Mais dans le cas d'espèce, est-ce que vous avez écouté les partis de la majorité? Là également, on a besoin, et ça me rappelle alors le plateau de ce matin, notamment l'un des intervenants du duel, qui estimait que les partis ne devaient que c'était le rôle de la société civile. Je pense qu'il se trompe totalement, il s'est trompé. Il s'est beaucoup trompé là-dessus. La société civile n'est pas reconnue nulle part. Dans la Constitution, vous n'allez nuire la société civile nulle part. Ça, c'est des formules, disons, c'est des trouvailles de la démocratie avec l'intervention des partenaires techniques et financiers qui préfèrent appuyer les organisations non gouvernementales et puis non, ils n'ont pas un rôle d'exécutif, la société civile. Ils accompagnent l'œuvre de l'État, ils l'accompagnent et ils portent des voix. C'est des groupes de pression en fait, des groupes de veille, des groupes de pression. Donc leur rôle n'est pas de se substituer aux partis politiques qui animent la vie politique. Et dans le cas d'espèce, c'est un acte de gouvernement. Et donc on doit pouvoir entendre les partis politiques effectivement sur la question. On ne les a pas entendus, ils doivent accompagner ceux qui soutiennent l'action du gouvernement, devraient mieux expliciter au-delà. Lorsque le porte-parole l'a expliqué, c'est les partis qui prennent le relais pour l'expliquer à leurs militants, qui normalement devraient l'expliquer. Alors, si les partis qui disent, on a 5 partis actuellement autour du chef de l'État qui sont au gouvernement et comme dans les préfectures, quand on les regarde par exemple, si les partis expliquent ça à leur démembrement au niveau départemental et au niveau départemental, leurs représentants expliquent ça au niveau communal et du communal, leurs représentants expliquent ça au niveau d'arrondissement et d'arrondissement au quartier de ville, au village. Le dernier des militants, quand vous les prenez eux tous, ça fait globalement 80% de l'électorat du Bénin, en tout cas. De la moitié de ceux qui étaient... De la moitié, voilà, de ceux qui étaient appelés aux urnes. On était à 4 millions. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la moitié des Béninois est impactée. C'est suffisant. Les autres vont prendre le pli. Dans les changements, on ne peut pas attendre que tout le monde soit là. Et c'est peut-être là que l'opposition peut peut-être donner son alternative. Et là, donc, quand vous dites, on n'entend pas de porte-parole de l'opposition, elle est porte-parole des partis de la majorité. Il faudrait qu'elle aussi, que les partis aussi de la majorité, au-delà de s'organiser, de mettre en place les structures, de les former, tout ça, il faut passer à l'action. Les grands sujets, par exemple, dans la question des vaccinations contre la Covid-19, on ne les a pas entendus. Dans la confusion que les gens font entre Covid-19 et poliomyélite, on ne les a pas entendus. On ne va pas les entendre sur tout, mais quand même, que sur certains sujets qui se prononcent. Il ne doit pas se prononcer simplement pour attaquer, pour faire la réplique à l'opposition. Non, il faut qu'ils se prononcent pour appuyer le gouvernement, pour faire passer le message également. Et donc, c'est cela qui renforce leur action sur le terrain. Mais il ne faut pas se retrouver seulement pour faire du folklore, faire de l'animation, danser, chanter et proclamer dans les discours qui soutiennent le gouvernement. Oui, d'accord, mais il faudrait qu'on les sente également dans ces genres de moments, en ces moments-là. Ailleurs, lorsque le gouvernement prend ce type de décision, vous entendez rapidement les positions de chacun. Et c'est ça qui anime les débats au niveau des plateaux des médias. Alors ici, il faut aller les chercher, voire les forcer pour pouvoir les entendre. Le chef de file de l'opposition, oui, vous en parlez. Effectivement, bon, on peut quand même déplorer une sorte de mutisme. Voilà, bon, c'est vrai que dans la semaine, on a lu qu'il est intervenu un peu ailleurs. Exactement. Mais bon, là également, c'est vrai que on aurait aimé aussi l'écouter d'une manière ou d'une autre. Moi, je ne voudrais pas faire une focalisation sur lui. Mais il est évident que sur des sujets comme ceux-là, il est important qu'on voit là où il y a convergence et là où il y a divergence. C'est ça qui anime le débat. Or, actuellement, ils sont tous muets comme cap. Et bon, donc, certainement qu'ils préparent dans l'ombre 2023. Oui. Si les partis de la majorité le font, je pense qu'au niveau du chef de file de l'opposition et de ce parti, il faudrait peut-être qu'elle se donne une stratégie. Je pense que la fonction est nouvelle. Donc, peut-être que celui qui... Il ne faudrait pas que celui qui l'exerce donne raison à ceux qui pensent qu'ils n'en ont pas la poigne. Parce que moi, j'avoue que je fais partie de ceux qui n'ont pas d'état d'âme par rapport à lui. Je trouve qu'il a été ministre, élu dans sa localité, maire donc,
il draine un certain nombre de personnes derrière lui. Donc, après, moi, je ne suis pas là pour dire s'il est apte, il n'est pas apte. Mais le problème est qu'il faudrait qu'on sente une stratégie. J'ai lu quand il aurait dit, bon, on dit que bon, voilà, il n'y a que lui, l'FCBE et Restaurer l'Espoir seulement qui sont des partis d'opposition, en fait déclarés d'opposition, déclaration donc d'appartenance, puisque la déclaration se fait justement au ministère de l'Intérieur. Et quand c'est le chef de file de l'opposition qui le dit, ça veut dire qu'on pourrait dire que c'est vrai. Je ne pense pas que ce soit sage de sa part de le dire. À mon humble avis, je pense que ça c'est le ministère de l'Intérieur qui doit, c'est son travail, c'est le travail des services de l'État. Si quelqu'un dit je suis de l'opposition, il n'a pas bien. En fait, il expliquait tout de même ce que c'est qu'une opposition. Pour lui, il n'y a pas d'opposition radicale, il n'y a pas d'opposition. Une opposition, c'est une opposition. Je suis d'accord avec lui, dans le fond, tant qu'elle est républicaine. Oui, je suis d'accord. Là, on est en phase. Tant que l'opposition est républicaine, chacun s'exprime de sa manière. Tant qu'on respecte les services de l'État, on respecte les institutions de l'État, on respecte les lois et règlements de l'État, on peut ne pas être d'accord. On l'exprime dans la manière et pas les voies de recours connues. Il n'y a pas de souci. On est d'accord. Après, je pense que je peux être de l'opposition sans aller déclarer que je suis de l'opposition. Mais je ne revendique rien. Mais lorsque vous le faites ainsi, vous ne vous conformez pas aux lois de la République. Non, ne faisons pas de la confusion. L'article 23 de la Constitution nous donne la latitude de nous organiser, d'aller devenir comme ça. Dans la liberté d'association, et les lois l'ont organisé. Ici, l'encadrement de la charte des partis politiques, c'est quand vous revendiquez comme tel et que vous revendiquez des actes, par exemple, aller aux élections. Et vous revendiquez des temps d'antenne en tant que parti politique. Il y a des actes que vous ne pouvez pas poser en tant que... Les mouvements qui ont appelé Talon à être candidats, c'est quoi leur statut? Ils n'en ont pas dans le cadre de... Ils sont des associations de libre engagement. Mais après, ils ne sont pas partis politiques. Et à un moment donné, on a dû leur dire, allez vous fondre dans les partis. Donc, on peut être un mouvement ici pour dire, je suis opposant. Donc, je pense que l'opposition doit déjà se satisfaire donc des mouvements, de tout ce qui se reconnaissent tels, et peut-être travailler, les aider, les accompagner pour qu'ils se mettent à jour. Par exemple. C'est aussi une stratégie. Je pense que parce que le chef de file de l'opposition, à mon avis, humblement, doit pouvoir se donner une stratégie. J'espère qu'il est en train de le faire. J'espère bien. Des démarches ont été entreprises. Par exemple, il a rencontré le FRT, par exemple. Donc, se donner une stratégie et progressivement s'asseoir dans cette fonction. Elle est nouvelle, donc du coup, il ne faut pas qu'on soit pressé. Il ne faut pas qu'on lui mette trop de pression. Mais au même moment, il me semble qu'il doit travailler. On n'a pas beaucoup de temps aussi. C'est vrai, mais il doit travailler. Il faut qu'il essaye de savoir qu'il y a cette fonction de chef de file de l'opposition. Mais il y a son parti aussi qui doit vivre et animer la vie politique. C'est un peu ça. Alors, tout ça, il faut bien que... Et c'est ça, quand j'ai entendu certains dire que, bon, voilà, on a révoqué le maire de Banter, on ne l'a pas écouté. On dit, bon, est-ce que... Ça, c'est vrai que c'est quand même un acte politique majeur. Parce que c'est un maire, oui, il faut qu'il se démarque du comportement indélicat du cadre. Ou alors qu'il confirme, qu'il se démarque de l'acte du gouvernement. L'acte du gouvernement est suffisamment justifié, décliné, expliqué, comme je le dis. Et répond exactement à la logique prévue par les textes en vigueur. Et comme l'a dit ce matin Gilles Goïpo, pour pouvoir éviter les confusions que certains mettent en parlant du contexte, on dit voilà, c'est parce que est-ce qu'il a une demande d'explication? Je pense que ça a été clair quand même. Il a disparu. Je pense que c'est le porte-parole du gouvernement qui a expliqué. Il n'est pas disponible, il quitte son poste, on ne le retrouve pas. Il a vidé les lieux. C'est pire. Bon, alors, si avant ça, il avait des actes qu'il a posés. On peut faire un communiqué sur les radios pour dire, ben, vous avez tel délai pour... Non, il n'est pas de la fonction publique. Enfin, c'est pas un employé. Il a une fonction à laquelle le maire doit élu domicile dans sa commune. Doit élu domicile dans sa commune. Et il ne peut pas disparaître comme ça, sans que sa tutelle soit informée, tout au moins. Donc, si il ne répond pas le silence depuis pratiquement 2 mois, depuis le 13 avril. Voilà, donc il y a des raisons quand même que l'État s'inquiète. Et donc, le préfet a d'abord pris son acte de suspension. Et donc, le premier acte a été pris, on n'a pas entendu.
Donc rien n'a été fait. Du coup, la décision du gouvernement est fortement justifiée. La continuité de l'État, ça doit s'assumer. On n'est pas dans une fédération, on est dans un État unitaire. Il faut le savoir que le pouvoir central est présent partout. On a parlé tout à l'heure de la fonction des préfets. Donc c'est pour dire, le maire n'est pas un président dans un territoire comme un territoire dans le territoire. Le préfet, il est l'exécutif de la commune, collectivité décentralisée qui s'autogère. Mais tout ça là, c'est dans le cadre de l'État unitaire. Donc il faut... Bon, comme il y a aussi, l'on conçoit que ce n'est pas un rôle de subordination, peut-être on n'a pas de compte rendu à donner, malgré tout ce qu'on a dit. Est-ce que, c'est parce qu'on n'est pas entré dans la déclinaison des actes qui doivent, de comment s'exercent les relations entre la commune et la tutelle. Vous allez voir les relations entre les collectivités décentralisées et l'État central. Vous allez voir qu'il ne peut pas... ça fonctionne encadré. Comme je dis, on n'est pas en fédération. Il n'est pas doté de larges pouvoirs d'autonomie. Non, large pouvoir, non. Il a des pouvoirs, mais pas de large. Hein? Le maire, statut particulier, en a un peu plus. Mais dans le cadre toujours de l'État central. Donc, quand vous êtes dans cette fonction, je pense que nos maires ont besoin d'accompagnement. Il y a une école, je pense au niveau du ministère de l'administration territoriale, il y a un centre de formation à leur disposition. Mais je pense, franchement, que, vous savez, vous parlez tout à l'heure de former au commandement. Ouais. Ce qui est un peu dommage, c'est que c'est des fonctions finalement politiques. Et ceux qui y vont n'ont pas toujours le profil. N'ont pas toujours le profil. Ils y vont parce que bon, le parti a voulu que ce soit eux qui y aillent. On a vu des maires qui ne sont pas formés administrateurs, qui ne sont pas absolument de la fonction publique, mais qui sont des maires qui ont fait merveille. Je vais parler de quelqu'un comme Lucas Troupeau, qui quand même de Boycon est adulé, il est à Cotonou, mais même c'est un maire qui a quand même développé. Gérer la NCB aussi, présider... Certes encore, le peu qu'il est resté à Parakou, quand même, il a laissé des traces indélébiles. On en a connu d'autres, hein, par ailleurs. Donc, je mets l'accent sur ces deux, quand même pour que vous montrez, là aujourd'hui, Maligomina qui est de la communication, là maintenant il a dit sa commune. On peut, ici et là, vous regardez autour de vous, il y en a. Alors, moi, le maire fort qui est resté, le maire fort à Sebekpodji, quand même, je pense quand même, il a laissé des traces, pas par ailleurs, et ainsi de suite. On peut en citer. On peut en citer d'autres. C'est pour vous dire quoi? Qu'il y en a qui, même s'ils n'ont pas fait le commandement, ils savent, en tant que cadre, il suffit de lire et de comprendre, et donc de faire ce qu'on doit faire, et aller au conseil quand on peut. Mais là, donc, ça n'excuse pas alors les autres. Ça n'excuse pas alors les autres. On peut demander l'accompagnement. On peut souhaiter que l'État central l'accompagne. Et c'est ça que le gouvernement fait. Donc, depuis l'avènement de cette nouvelle cette mandature des collectivités territoriales et des exécutifs. Non, depuis les élections donc, de 2020, avec le renouvellement au niveau communal, je pense que le gouvernement fait de son mieux pour les accompagner. Même la dernière décision du Conseil des ministres est quand même... Justement, et puis il est prévu la réforme dans le secteur de la décentralisation. Et donc certainement, cela apportera un plus à nos communes, à nos municipalités. C'est important. C'est tellement important parce que la fonction de maire ne vous donne pas tous les pouvoirs. Ne vous donne pas tous les pouvoirs sur la fonction, sur les cadres à disposition. Parce que certains... D'abord, la question de la fonction publique locale n'est pas réglée. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La fonction publique locale n'existe pas. Est-ce qu'après... La fonction publique, elle est large. Elle est centrale. Et la question des anciens agents des collectivités locales s'est posée lorsqu'il fallait les reverser, lequel était leur statut. Parce que certains n'avaient pas de statut, ils étaient recrutés directement par les sous-préfectures. Donc, il y a un gros problème du cadre. Ensuite, le secrétaire général, qui est un agent technique, un cadre technique, normalement, et dont le profil est fixé par la loi, lui aussi, il n'est pas un vassal du maire. C'est le chef des services administratifs de la mairie, de la commune. Et donc, le maire doit le considérer comme tel. Et d'ailleurs, il y a certains maires qui les considèrent comme leurs vassaux,
Et parce qu'ils ont pouvoir sur eux. Bon, je crois qu'un maire en a pris à ses Ça dépens, dépend. puisqu'il il a démis de ses fonctions, il a été ramené par le préfet. Absolument. Et lui-même, il a décidé de quitter. En clair, pour montrer comment ça fonctionne. Donc, je pense qu'il y a, au-delà de tout, il faut des séminaires régulièrement pour eux, au-delà des rencontres avec le ministre. Il faudrait peut-être vraiment les former, envoyer des guides, mais ça existe, ça existe. Autant je le préconise, autant je sais que ces choses existent. Il faut que simplement que nos maîtres travaillent, lisent un peu et soient plus humbles dans l'exercice de leurs fonctions. Très bien. Agapit Napoléon Maforican, merci beaucoup à vous. Vous êtes notre consultant politique, expert en gouvernance, consultant médias et communication. Merci donc pour cette disponibilité à nous faire mieux comprendre donc l'actualité, chers amis auditeurs, téléspectateurs, internautes. Donc c'était donc votre décryptage, le décryptage de la semaine. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour le grand programme. Dimanche, c'est politique. Après, nous vous suivrez votre émission Nous Bassa. Agréable suite de soirée à chacun et à tous.